Bonjour, je vous propose un moment très fort, assez exceptionnel, et vous allez comprendre pourquoi avec mon invité Sophie Velbert. Bonjour. Bonjour, bonjour Patrice. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle TSA, récit intime et surprenant d'une autiste, aux éditions Douin. Je disais, c'est un récit très fort, très touchant, très troublant. Alors, c'est celui d'un parcours, le vôtre, avec votre mari, vos enfants, votre chat. Si je dis ça comme ça, tout le monde va se dire, bon, mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Eh bien, ce qu'il y a d'exceptionnel, et on va le dire tout de suite, et évidemment, on va y revenir tout au long de cette émission, c'est que vous avez été diagnostiqué autiste à l'âge de 51 ans, Oui. c'est-à-dire excessivement tardivement. Vous êtes atteinte de ce qu'on appelle un trouble du spectre de l'autisme, oui. TSA, c'est le titre du livre. Et l'un de vos enfants, Tim, est lui aussi atteint d'autisme. Hein. Alors, d'abord, je vous remercie d'être venu, d'avoir accepté mon invitation, parce que je sais que pour vous, c'est un moment qui peut être parfois difficile, parfois peut-être un peu angoissant. Vous avez besoin un peu de certitude, d'encadrement dans votre vie, c'est ça? Complètement, oui. Comment vous vous sentez là? À la fois attendu et à ma place. Merci, merci à vous, Patrice, en tout cas, d'avoir accepté de prendre ces temps d'échange en amont de notre rencontre. Oui, on s'est un petit peu parlé avant l'émission. C'est vrai que c'est-à-dire que après on va parler du livre, mais vous avez besoin d'un cadre, c'est ça? Oui. Hein? Et puis d'un temps pour en fait intégrer les informations que vous me donnez, les analyser et réfléchir, parce que ce temps en fait peut aller de quelques minutes à quelques heures, voire mois, années, pour intégrer les informations qui me sont données. D'accord. Alors, une chose peut-être pour commencer, puisqu'on va rentrer dans ce récit intime, en effet, vous appelez Sophie. Oui. On signale d'ailleurs que ce livre s'appelle Récit intime, on ne dit pas roman, c'est pas une fiction. Et pourtant, l'histoire de la femme que vous racontez, cette femme s'appelle dans le livre Marie. Oui. Pourquoi elle ne s'appelle pas Sophie? Eh bien, dans un premier temps, j'avais fait une première version avec mon prénom et tous ceux de mon entourage et des intervenants. Mais j'ai eu besoin de changer le prénom pour prendre du recul par rapport à mon personnage, parce que je n'arrivais pas bien à parler de ce que j'ai vu. Oui, exactement. Il fallait qu'il y ait un décalage entre ce dont vous parliez, même si vous parlez de vous, parce que c'est de vous qu'il s'agit. Oui, mais j'avais pas assez... Il fallait une distance. Oui, tout à fait, c'est ça. Est-ce que c'est aussi le cas pour les autres protagonistes, votre mari, vos enfants, dont vous parlez, votre maman, dont vous parlez aussi dans le livre? Dans la mesure où j'ai changé mon prénom, pour moi c'était en effet une suite logique de changer du coup tous les prénoms, sauf Cookie, notre chat. Sauf Cookie, le chat, qui est très important. On va voir pourquoi. Je sais que depuis tout temps, vous aimez beaucoup les romans policiers, notamment. Vous aimez beaucoup la lecture, vous aimez beaucoup la littérature, et vous aviez cette envie d'écrire aussi. Hein? Oui, depuis l'enfance, depuis petite, j'ai des souvenirs. Enfin, maman avait gardé des petits carnets où j'écris des histoires. Il y a pas mal de fautes, mais j'avais déjà cette envie, en effet, de raconter des histoires depuis que je peux tenir un stylo et voir du papier. Ouais. Et ben, ça se sent parce que d'abord, ce petit livre est extrêmement bien écrit. Il est passionnant, c'est-à-dire que c'est un récit, mais vous savez ce qu'on dit souvent des romans, les page turners, là, on a envie de tourner la page, de savoir la suite, et ben là, c'est exactement je vous remercie. Pareil, non, c'est vrai. Ouais. Et il y a des choses actuelles, des retours sur le passé, des flashbacks, comme on dit. Alors, évidemment, votre vie, puisque c'est le récit de votre vie, il y a un certain nombre de drames qui sont produits. Et on peut commencer peut-être par la mort de votre père. Oui. Alors pendant longtemps, vous avez dit qu'il était en train de nettoyer une arme, et puis il y a eu un accident et il est mort. Oui,
tout à fait. Et, à l'époque, j'avais 5 ans. Oui. Et j'ai su que 10 ans plus tard, et de la bouche d'une psychologue. Oui, tout à fait. Oui, ça m'a paru étonnant, oui. Parce que vous le dites très brutalement. Oui. Et en fait, j'étais dans une période de burn-out à l'époque, à l'adolescence, et en fait, oui, elle me questionne et elle m'amène à me dire, mais en fait, non, c'est pas possible que ce soit un accident, une balle, ça rebondit pas. Voilà, vous avez dit la balle rebondit, ouais. Et la tueuse vous dit, mais non, une balle, ça rebondit pas. Est-ce que vous pensez pas plutôt que c'est un suicide? Et en fait, je ne comprends pas du tout. Et je me souviens être repartie de là. Enfin, j'habitais pas loin du centre où j'étais suivie, mais je suis remontée et je me suis écroulée dans ma chambre en disant, mais je ne veux plus jamais la revoir, cette dame, elle me dit n'importe quoi. Et maman est venue en disant, si, en fait, maman n'avait pas cette capacité de nous le dire, en fait. Ça faisait 10 ans qu'elle vivait avec ce secret. Oui, tout à fait. Mais il faut replacer dans le contexte, c'est-à-dire que mon père s'est suicidé en 1975, c'était un sujet tabou, le suicide, c'était absolument. Vraiment non, et on peut comprendre qu'on le cache aux enfants, oui, enfin, il n'y a pas de... Oui. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a paru assez étrange, c'est la brutalité de cette psychologue. Oui. Enfin, une psychologue, a priori, ça fait un peu de psychologie. Oui, sachant que j'ai été suivie 6 ans après, elle aussi. Oui, et puis soudainement, je me suis retrouvée avec une image du père qui n'était pas celle avec laquelle je m'étais construite quand même pendant... Bien sûr, pendant 10 ans. Pendant 10 ans, oui, même depuis ma naissance, en fait. C'était pas du tout... Et donc, j'ai fait des recherches, j'ai commencé par être attirée par la généalogie, donc j'ai fait des recherches généalogiques, et puis j'ai eu quelques réponses au fur et à mesure des années. Et c'est qu'il y a une quinzaine d'années où maman a pu commencer à me parler un petit peu, et j'ai pu assembler les pièces d'un puzzle dont finalement j'aurais jamais la satisfaction de voir achever, parce que j'ai pas toutes les données. Exactement. Exactement. Ouais. C'est un premier homme, il y en a un autre aussi, c'est votre frère. Oui. Oui, mon frère. Alors lui, moi j'avais pour modèle ma maman, puisque j'ai suivi son modèle en fait. L'autiste. Vous êtes très proche. Très proche, très fusionnel en fait. L'autiste aussi peut se développer. Moi, je suis atteinte d'un syndrome, en effet, de trouble autistique, mais sans déficience intellectuelle. Et donc, j'avais la capacité de copier ce que je voyais. Donc, j'ai copié maman, j'ai copié les copies. Enfin, voilà, j'avais... beaucoup... dans le copier-coller. Mais, absolument. Voilà. Et bon, ça, c'était le modèle. Mon modèle, celui de mon frère, par contre, c'était mon père. Et lui, il avait 3 ans et demi de plus que moi, donc il avait 8 ans et demi quand mon père s'est suicidé. Ce soir-là, il a préféré rester dans la cuisine avec ma mère et moi plutôt que d'aller le rejoindre, parce que mon père l'avait appelé. Oui. Et en fait, il a une sorte de culpabilité. Il s'est dit, si j'avais répondu à l'appel de mon père, peut-être qu'il serait encore là. Oui. Et ça, c'est difficile. La parole, à cette époque-là, maman, c'était un sujet qu'on ne pouvait absolument pas aborder. On peut comprendre aussi, c'était très douloureux pour elle. Et donc, on s'est construit comme ça. Dans ces années-là, il n'y avait pas de thérapie familiale. On a évolué comme on a pu. Et puis, lui, ça a été très difficile pour lui. Et puis, avec le recul que j'ai maintenant, je me rends compte que c'était un profil atypique. Mon père aussi était un profil atypique. Mon père était autodidacte, il avait un seul bac en poche et il a réussi. Il a réussi. Donc voilà, il a été chef d'atelier, responsable import-export d'un grand groupe automobile, et puis jusqu'à la mise au placard, puisqu'il n'avait qu'un simple bac après cette fusion. Et mon frère a eu d'énormes difficultés dans les études. Et puis à cette époque, en fait, ce qui se passait, c'est que le suivi psychologique n'était pas adapté. On parlait de dépression. Moi, mon frère, je vois plutôt maintenant qu'il avait certainement un profil atypique et un syndrome bipolaire. D'après ce que je vois. Pas un trouble autistique. Si aussi, oui, probablement. Oui. Mais oui, ça n'a jamais été détecté et donc jamais été suivi. Exactement. Ce qui se passait à l'époque, Patrice, c'est qu'en fait, on prenait des anxiolytiques et des antidépresseurs. On avait des ordonnances longues comme le bras. C'était vraiment ça, avec des médicaments pour, en plus, les effets secondaires que créaient les premiers. Bon, et puis mon frère, en fait, une nuit, un soir, il part de la maison en voiture en robe de chambre. Et c'était le soir suivant la Sainte-Sophie. Et en fait, il s'est encastré dans le premier arbre qui était
sur la route voilà, et qui était à la sortie de la ville, la petite ville où nous habitions. Voilà, c'était, ça a été tragique également parce que ça c'est. Évidemment. Voilà. Et ça, vous étiez très proche de votre mère, mais ça vous a aussi probablement rapproché d'elle. Oui, vous allez vivre avec elle pendant 10 ans. Oui. Là, vous avez 18 ans à peu près quand votre frère. C'est ça. Votre père, vous aviez 5 ans, votre frère 18 ans, et vous allez rester avec elle pendant 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. Mais elle vous appelait Bichette. Vous aimez bien ça? En fait, je préférais à mon prénom Sophie parce que Sophie, j'arrivais pas. Je commence tout juste à accepter en fait ce prénom. Je m'identifiais pas du tout à ce prénom. En fait, je comprends maintenant parce que j'ai tellement copié-collé ma mère que en fait, moi, en tant que telle, j'étais pas vraiment raccordée à mon identité propre et à mes particularités que j'ai découvertes récemment. Surtout récemment. Voilà, ouais. On va dire, parce que c'est vrai que le livre, je dis en un mot, on y reviendra peut-être, mais vous l'avez commencé avant de savoir, avant d'avoir été diagnostiqué. Oui. C'est trouble autistique. Hein, tout à fait. Oui. J'avais besoin de coucher sur le papier ce que je vivais pour pouvoir relire les mots. Que ça prenne du sens, parce que maintenant je sais que j'ai un délai de traitement de l'information, donc il fallait que ça passe parce que j'avais entendu ce que j'avais noté pour garder l'essentiel au début, c'était garder une trace et puis aider Tim, donc mon fils, à avoir aussi ce chemin parcouru qui est pas commun. Et d'avoir d'espoir. On va parler de Tim tout à l'heure. Oui. On revient, donc vous êtes voilà, dans la maison avec votre mère, vous êtes toutes les deux très proches. Oui. Mais vous disiez, vous n'avez pas d'incapacité, de problème intellectuel, donc voilà, vous continuez votre vie, vous travaillez. Oui, alors mes études, ça a été compliqué. J'ai fait à distance, ça c'était très difficile. C'est ça, parce qu'il faut dire... vous vous sentez souvent fatigué. Oui. Peut-être angoissé, mais même si vous ne mettez pas de mots là-dessus. Oui. Mais évidemment, vous n'êtes pas ni de diagnostic, ni de mots médicaux. Non, absolument pas. Non. Fatigué, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Donc je me dis, moi j'avais les modèles à l'école puis au collège. Après, fin de collège, j'étais en burn-out complet. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus retourner du tout au lycée. Mais c'est vrai que j'avais ces modèles-là. Je voyais des filles de mon âge, des garçons de mon âge alliés études, activités, sans se fatiguer. Je me posais pas de questions. Je me disais, ça doit être comme ça. Il faut que ma vie soit comme ça. Sauf que je m'épuisais. Je me suis épuisée jusqu'à en effet, l'âge de 15 ans. Donc, voilà, vous j'arrive à avoir des... Oui, tout à fait, j'arrive à travailler. Oui. Et dans cet emploi, il y a un homme que vous rencontrez, il s'appelle Bruno, dans le livre, je ne sais pas si c'est son vrai prénom, peu importe, on s'en fiche. Bon, voilà, vous allez vous découvrir, sympathiser et tomber amoureux, au fond. Oui. Oui, ce qu'il y a, c'est que lui, il était avancé déjà, il était proche de la quarantaine. Moi, j'approchais de la trentaine. Alors lui, il vivait encore chez ses parents, hein? Alors il avait un appartement, mais il vivait bien plus souvent, en effet, chez ses parents. Ouais. Et moi, je vivais encore chez maman aussi. Et vous, c'est chez votre maman. Et c'était assez intéressant parce qu'au fond... oui, c'est ça. Vous allez l'arracher à sa mère, d'une certaine façon. Elle va mal le prendre. C'est-à-dire qu'elle lui a demandé de choisir entre ses parents et moi. Donc j'ai été quand même chanceuse parce que... Il avait 38. 37 ans. Hein, j'ai été chanceuse de le rencontrer, d'avoir ce type de profil, parce qu'à cette époque, je ne me rendais pas compte non plus que j'étais extrêmement vulnérable. Donc j'aurais pu faire des très mauvaises rencontres. Et on pouvait me faire croire aussi beaucoup de choses et miroir aux alouettes, tandis que là j'ai eu la chance de tomber sur Bruno.
Alors, Ça fait- Oui. je dis, il est en régie Oui. avec votre fils, d'ailleurs, Oui. Tim. Hein. Il nous regarde. Oui. Là, c'est pas pour ça qu'on va dire du bien Oui. de lui, mais c'est parce que c'est vrai. Non, mais c'est Hein. la vérité. C'est la vraie. Et d'ailleurs, c'est une sorte d'éclaircie quand même Oui. dans votre vie, Oui, cette oui, rencontre. complètement. C'est comme une vraie histoire Oui. Oui, d'amour, oui, quoi. oui, Enfin, oui, de- oui, 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 et, vraiment, oui. et qui dure. Et qui dure, bien sûr, bah, ça Qui fait dure, 26 qui ans que dure ça dure. aujourd'hui encore, oui. Oui, non, mais c'est. Et quand on a perdu son père, son Oui. frère, je veux dire, je pense qu'on a aussi peut-être un sentiment que la vie n'est pas. Ah, peut vous échapper, quoi, à tout moment. C'était Et vraiment, là, ça c'est vrai. C'était surtout la hantise que j'avais déjà étant petite de perdre maman, qui s'est accentuée après le décès de mon frère. Et ensuite, quand j'ai eu des enfants, bah, c'était aussi la hantise de. C'est surajouté la hantise de perdre un de mes enfants. Bien sûr. Voilà, ça Bien sûr, bien c'était sûr. très présent, en effet, ouais. donc il y a cette histoire d'amour. Et vous parlez de Oui. vos enfants. Vous allez avoir 3 enfants. Oui, 3 Hein. garçons. 3 Ouais. garçons. Oui, en 3 ans et demi. En 3 ans et demi, oui. Entre l'aîné et le plus jeune, il y a 3 ans et demi d'écart. Oui, c'est ça. Ils sont c'est assez rapidement, rapprochés. hein. Oui, oui. Vous aviez envie d'avoir des Oui, enfants. mais hein. c'était ça, c'est depuis toujours, j'avais cette envie de vraiment fonder un foyer, d'avoir une famille unie, tout partager avec eux. Ouais. Alors, il y a 3 enfants et puis un chat qui s'appelle Oui. Cookie. Hein. Oui, alors, j'ai eu plusieurs chats dans ma Plusieurs vie. chats. Voilà, Alors, dans ma vie, il y en a eu plusieurs, mais c'est vrai que ce chat-là, il a eu une importance très Non, particulière. c'est une vie vraiment assez apaisée. Hein. Voilà, Oui. vous êtes Oui, dans oui. une jolie maison dans les Yvelines. Hein, Au départ, oui, oui, Ouais. tout à fait. À la campagne, c'est une famille unie qui Oui. s'aime, hein, c'est ça. Oui, oui, oui. Donc une vie assez apaisée. Oui. Et puis, donc vous avez 3 garçons. Le plus jeune s'appelle Tim Tim. dans Oui. le livre. Et un jour, il vient vous voir et il lui dit bah, je veux plus aller au collège. Oui. Hein. Oui, oui, c'est ça. Ben, alors, Tim est né, enfin lui, on était retourné dans la petite ville où j'ai grandi, donc Oui. à Limours, on était à ce moment-là. Et en effet, un soir, il est venu me dire, je peux pas y retourner. Et c'était, il y avait déjà eu des signes avant-coureurs, je dirais, depuis la 6e, où on voyait qu'il peinait, mais là, j'ai senti que on était un cran au-dessus, parce que ce qu'il m'a dit ensuite, c'était... Est-ce qu'on dit tout de suite ce qu'il vous a Ouais. dit ensuite Bah oui. Ouais, Il dit maman, je c'est-à-dire m'excuse. que- Ouais, oui. Mais d'ailleurs, Oui. la phrase est là, maman, je suis désolé maman, mais là, j'ai envie de me Oui. tuer. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc, Évidemment, il- quand on enfin, n'importe quelle maman avec un fils qui dit ça, évidemment, est dévasté, je Oui. suppose. Mais en plus, vous, ça C'est résonne. Mais en fait, Patrice, ce qui se passe quand même, c'est que ma première réaction, c'est pas ça. Je suis pas dévastée. Je dis, ah, Non. mais tu fais bien de me le dire. En fait. Oui, absolument. Vous lui félicitez de Ouais, vous c'est avoir ça. parlé. Oui, Ouais, oui. absolument. Parce que j'ai ce Et délai vous avez aussi raison, de traitement. Oui, oui. J'ai ce délai de traitement. Je me dis, bon, ça va aller, on va trouver. Et puis, quand même, rapidement, je me dis, ouais, mais là, ce qui se passe, c'est que ça me ramène à moi, à ma propre adolescence, où j'avais dit les mêmes mots à maman, en fait, à la fin de ma 3e, en disant, moi, je peux pas, là, je peux plus. Et si, Oui, si vous vous me avez- forcez, Voilà. voilà, Alors- si on me force, je me tue. C'est, très pratiquement, enfin, pour lui, il y avait à la fois un problème de phobie scolaire, aussi des problèmes peut-être de harcèlement. Alors, la phobie scolaire, c'est vrai que c'est un symptôme finalement d'un mal-être qui est plus ou moins visible. Ça peut être aussi un mal-être des difficultés qui ne sont pas vues tout de suite. En ce qui concerne Tim, c'est qu'il y avait en effet un groupe de 3 garçons qui le harcelaient depuis un moment. Ouais. C'est ça. Oui, Ouais. c'est ce qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui, enfin, hein, dans l'éducation. Là encore, pendant très longtemps, on n'a pas mis de mots Non. là-dessus. Maintenant, on C'est parle vrai. de harcèlement, c'est Oui. devenu quelque chose. Mais bon, autrefois, on parlait pas de Oui. ça, quoi. Mais c'est même presque des rapports normaux entre ados, Oui, quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai que sauf que sur des profils, je dirais comme celui de Tim, ça a des effets dévastateurs. Alors, il y a donc cette phrase, j'ai envie de me tuer. Hein. Vous trouverez d'ailleurs plus tard des papiers où
il imagine des façons d'ailleurs Alors oui, c'est plutôt a posteriori qu'il m'en a parlé. Oui. Et puis, c'est plutôt plus tard qu'il m'en a parlé. Mais il arrivait quand même à dire certaines choses et d'autres non. Il se confiait plus finalement à son chat. Alors, justement, on a parlé de Cookie, le chat, en disant qu'il était très important. Oui. Et peut-être que là, c'est le moment de dire en quoi il a été important. C'est-à-dire que, oui, pour Tim, c'était son confident. Exactement, oui. Mais il avait plus de facilité à parler au chat qu'à sa famille, oui, qu'à ses proches. Ouais. Et ça peut se comprendre parce qu'on sait qu'il dira rien. Oui, mais exactement. Et puis, il n'y a pas de jugement de la part d'un chat. Il n'y a pas de jugement, et puis il ne juge pas, voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de mots à décoder, il n'y a pas de... Enfin, oui, c'est vraiment le confident. Et puis, il y a le ronronnement qui est apaisant, il y a le pelage qui est tout doux. Enfin, c'était vraiment, oui, en effet... Ça, vous l'avez compris après oui. L'importance, au fond, de... Oui. Il y avait d'autres animaux aussi. Il y avait un petit lapin. Alors, le lapin est arrivé plus tard. Un peu plus tard, mais à l'époque, il y avait vraiment que le chat. Oui. Le chat. Oui. Alors, voilà. Alors, après, on ne va pas raconter tout le livre parce que je conseille à tout le monde de se précipiter sur ce récit parce que c'est... Vraiment, on n'en sort pas tout à fait indemne, quoi. Hein, c'est vrai, c'est rare, hein, des livres qui vous touchent comme ça. Et alors, parler quand même un peu de l'autisme. Oui. Comment est arrivé ce diagnostic ? Alors, ce diagnostic, c'est d'abord Tim qui a eu. C'est votre fils d'abord qui est le premier. Qui est le premier. Alors, en fait, c'est par le biais, je dirais, de l'association Phobie scolaire que ce terme a été posé par une bénévole et qui m'a fait réfléchir. Et en fait, Tim, il m'a dit, oh, non, enfin... Au début, c'est vrai qu'on c'est un peu du quoi, l'autisme, on a des a priori et puis des préjugés surtout sur. Oui, c'est pas trop ce que c'est. Plusieurs formes exactement, d'autisme. Oui. Mais le spectre, c'est pour ça qu'on dit le trouble du spectre, c'est très étendu large. En fait. Tout à fait. Oui. Ce qui est commun, c'est que c'est de naissance et que c'est un trouble neurologique et donc que le cerveau, en fait, à la naissance n'est pas comme celui de la majorité de la population. Donc, en gros, en reprenant par exemple l'exemple scientifique de monsieur Bourgeron, Thomas Bourgeron, qui est un scientifique qui a travaillé sur les gènes de l'autisme, il y a des synapses entre les neurones et ces synapses ne font pas aussi bien leur boulot chez les autistes que chez les non-autistes qu'on appelle aussi neurotypiques. Voilà, donc ça c'est un des points communs, ce qui amène des difficultés, des particularités sensorielles, comme je peux avoir moi par rapport à la lumière, au bruit, aux odeurs. Alors, vous avez devant vous un casque que vous portez assez souvent parce que vous êtes agressé. Voilà. En fait, je vais me fatiguer et je vais pas pouvoir. C'est pour ça que j'ai conservé mes lunettes aussi là, parce qu'en fait, je préfère être avec vous et pouvoir échanger plutôt qu'être en fatigue et ne plus pouvoir parler, mais être bloqué. Dans les difficultés. Je me suis demandé justement, Tim a été diagnostiqué, vous l'avez été par la suite. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, inconsciemment, quand il est venu vous parler, alors vous êtes sa maman aussi, mais peut-être qu'il a senti aussi un lien. Ah oui, mais moi j'avais vu aussi, plus fort encore que celui d'un fils à sa mère. Oui, mais moi parce que vous étiez atteint peut-être il a senti que vous étiez atteint des mêmes. Mais oui, en fait, il connaissait mon parcours également, même si le contexte était totalement différent. C'était vraiment un contexte qui n'avait rien à voir. Mais en effet, je pense. Et puis j'avais l'impression bien souvent, je me faisais la réflexion, je me disais mais c'est pas possible, il lit dans ma tête. Il lit dans ma tête, il savait ce que je pouvais ressentir. On avait une espèce de connexion, en effet, qui existe toujours. Hein. Qui existe toujours, bien sûr. Donc, il arrive à voir si je ne vais pas bien. Moi, maintenant, je vois aussi... donc, on s'entraide, au final. Mais c'est vrai qu'il y a cette connexion entre nous qui est assez forte, oui. Alors, je disais, le livre, vous avez commencé à l'écrire avant... d'être diagnostiqué. Oui. Le fait après de connaître au fond le mal dont vous êtes atteinte,
ou la maladie dont vous êtes atteinte, je ne sais Oui, pas c'est comment pas on une dit. maladie, parce qu'en Non, c'est fait, pas une maladie, on n'en non. guérit pas, Patrice. Non, oui, c'est vrai. Oui, oui. C'est une condition. La on est condition, avec, voilà. Il y a d'ailleurs une phrase que vous citez d'une chercheuse canadienne que vous avez rencontrée qui s'appelle Brigitte Harrison, qui dit l'autisme n'est pas quelque chose que l'on a, mais que nous sommes. Mais oui, hein. en effet. Et d'ailleurs, quand Tim a fait son bilan prédiagnostic auprès d'une psychologue, elle nous a recommandé de lire un des livres de Brigitte. En fait, Brigitte Harrison est une autiste qui a, canadienne, qui a cofondé la clinique SACAD, dans laquelle elle dispense des services dont nous bénéficions. Et en fait, ce livre, quand on a commencé à le lire tous les deux, on s'est reconnus dans plusieurs exemples, même pas tous, parce qu'en effet, comme vous dites, le spectre est très large. Et après, SACAD dispense aussi des formations à distance. On a commencé, avant le diagnostic, à faire des formations. Moi, j'ai commencé à faire des formations et je me disais, et à chaque fois, je me disais, mais c'est de moi qu'on parle. Donc, je reconnaissais aussi bien mon fils que moi, que ma fatigue, que mes particularités. Donc c'est vrai que ça m'a amené logiquement à m'interroger aussi sur moi-même. Est-ce que le fait d'avoir été diagnostiqué, ça vous a permis aussi de mieux comprendre ce que vous aviez vécu, ces périodes de fatigue, ces périodes d'angoisse parfois? Tout à fait. Des particularités, arriver à mettre des mots sur les choses, avec des mots, important. Hein. Et puis trouver les déclencheurs, parce que c'est pas le tout de dire oui, je suis fatiguée, j'ai des particularités, mais qu'est-ce qui fait que ça arrive? Quels sont les déclencheurs qui sont propres à chaque autiste? Même si on a des points communs, enfin, il y a des hypersensibilités, des hyposensibilités qui peuvent. Voilà, vous avez une hyposensibilité, par exemple, à la douleur. La douleur, exactement. C'est-à-dire que on vous pince, vous ne sentez rien, quoi. C'est ça, mais en fait, ça m'a amené. Par contre, si je vois, ça va. Mais je donne souvent l'exemple de l'accouchement de mon deuxième garçon, où en fait, j'ai perdu les os. Dit OK, voilà, il y avait une césarienne prévue pour le lendemain. On me descend. On me laisse sur une table avec un monito, puis j'ai des crampes, ça me fait mal, on me laisse 20 minutes, la sage-femme revient, elle me dit non, je vois rien au monito, mais pourtant ça tire bien, quoi. Et puis on me dit on vous emmène, et là la sage-femme qui est là me dit je vois la tête. Voilà. Et en fait, ça c'est un des exemples, mais j'en ai eu pour des problèmes dentaires. Alors que n'importe quelle femme de douleur. Mais oui. Et Tim aussi, cette hyposensibilité. Non, lui il est hyper. Ah, il est hypersensible. Hypersensible, c'est-à-dire que, alors lui, il y a des inconvénients dans les deux, parce qu'en fait, lui, dès qu'il y a quelque chose, il faut quand même arriver à contrôler s'il y a quelque chose ou non, et arriver à faire la part des choses entre ce qui peut être physique, en effet, parce qu'il peut avoir des problèmes physiques, s'il a mal, je sais pas, au bras, il peut avoir une fracture, une entorse, et ce qui est du domaine de l'autisme, qui crée des contractions dans les membres. L'anxiété, en fait, crée des contractions dans les membres. Quelle a été la réaction de Bruno, votre mari, quand il a appris le diagnostic, justement? Alors après, je pense que c'est un soulagement au début, parce qu'on se dit, ça y est, on a trouvé. Mais oui, on a trouvé. Ce qui se passe après, c'est que c'est un énorme bouleversement également dans la famille, parce que ce diagnostic, une fois qu'il est posé, ça engendre des crises importantes pendant la phase où on se dit, ah oh là là, ça y est, donc on revisite toute sa vie avec cette donnée. Donc c'est très très remuant, donc ça provoque des crises, donc l'entourage est impacté aussi, il faut le dire, voilà, et en fait, Bruno, il a évolué avec nous, toute la famille en fait a évolué avec ces diagnostics pour comprendre, pour aider, pour modifier sa façon parfois d'agir, de réagir. C'est un gros boulot. Est-ce que... alors, évidemment, je pense que la médecine, la psychiatrie, on fait des progrès depuis votre enfance, mais il y a quand même un peu une faillite là, du système de soins de ne jamais avoir évoqué. Oui. C'est pour vous, cette
possibilité-là. Évoqué pour moi et pour Tim aussi, Et parce pour que Tim, c'est tard, oui, c'est parce que tard Tim, aussi. vous, à la limite, on peut se dire c'était Oui, il y a quelques oui. années. Mais Tim, Oui. voilà, il a quel âge? Il va avoir 20 ans, donc c'était... Voilà. il avait, Donc, oui, voilà, l'autisme, on en parle quand bien même sûr, mais oui, depuis des années. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que l'autisme sans déficience intellectuelle, c'est un handicap absolument. aussi invisible. Voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle les handicaps. Il y a 8, je crois que il y a 8 sur 10, 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Exactement. Et c'est très compliqué, voilà, faire reconnaître ces handicaps. Et c'est vrai que quelqu'un qui est atteint d'autisme, alors qui est voilà, enfermé, des stéréotypies, en on peut lui-même, voir voilà, tout à fait. évidemment, on le voit plus vite. Oui. Mais c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a peut-être des parents qui nous regardent. Voilà, il y a cette forme d'autisme qui ne. Voilà, qui peut passer inaperçu. Et puis plein de troubles, parce que c'est vrai que c'est l'importance des bilans, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est l'importance de faire passer des bilans à ses enfants. Si on remarque la moindre petite difficulté, je dirais, c'est important d'aller voir, parce que Tim, ça a commencé par des bilans orthophoniques, enfin il est des troubles 10, comme on dit maintenant, il est dysgraphique, dyspraxique, dysorthographique, et en fait on se dit mais comment c'est possible, il a fait toute sa scolarité, c'est un bon élève, et en fait, il s'est épuisé à compenser ces difficultés-là. Et oui, et puis d'où la fatigue, c'est ça. D'où la fatigue, et puis la différence de maturité, d'où le harcèlement aussi. C'est qu'en fait, il y a cette différence aussi Et la différence, c'est que les enfants détestent la différence. Voilà. C'est vrai. Hein, oui. Comment vous allez aujourd'hui et comment va Tim? Alors, moi, je vais mieux, je vais bien. Le livre vous a fait du bien aussi? Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un an encore, je voudrais saluer au passage Frédéric Douin, qui est l'éditeur. Et il m'a dit, non, mais quand même, t'imagines, il y a un an, tu t'en serais pas là et tu serais pas allé faire une interview avec Patrice Carmouze. Et c'est vrai qu'il y a un an encore, je pouvais pas sortir. En fait, j'ai sorti ce livre sous un pseudonyme parce que pour moi, c'était impossible de m'exposer à l'époque parce que j'avais encore toutes ces angoisses. C'est pas votre vrai nom. Non, moi je suis Sophie de Chazot. Voilà. Ah, vous le dites carrément. Oui, mais voilà, oui. Sophie de Chazot, voilà, c'est votre vrai nom. Oui, c'est mon vrai nom. Et donc ça veut dire ça, c'est bien que vous disiez ça, non? Parce que j'accepte qui je suis maintenant. Oui, j'ai vraiment évolué grâce à ce suivi personnalisé que j'ai pu avoir avec une psychologue de SACAD. Et du moment qu'on arrive à trouver, je dirais, la personne qui connaît bien l'autisme et qui fait évoluer, parce que l'autisme est évolutif. C'est pas parce qu'il y a des particularités et des soucis qu'à un moment donné, c'est figé. C'est ça, hein. L'autisme, on peut faire évoluer l'autisme même si c'est de la base, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à s'exprimer, il a des stéréotypies, c'est possible. Il faut le dire aussi ça, que c'est vraiment, c'est un espoir. C'est un espoir, absolument. Ouais. Mais ce livre est un livre d'espoir, hein, il faut le dire. C'est dans ce sens-là. Il y a des passages on les a évoqués, qui sont évidemment très dramatiques, mais c'est un livre d'espoir. C'est d'abord un livre d'espoir. Et je crois que vous l'avez écrit et vous allez continuer, vous allez écrire un autre livre qui va raconter ce qui se passe depuis justement que vous avez été diagnostiqué. Voilà, donc ça sera plus axé sur Marie, parce que je vais conserver, je pense, parce que ça me permet toujours de... Voilà. Et puis vous m'avez demandé comment va Tim. Tim va bien aussi. Et Tim, oui, Tim, il vient de valider sa première année de sociologie. Alors c'est bien. Alors c'est entièrement à distance, parce que retourner dans un milieu éducatif, c'est compliqué. Voilà, c'est pour ça que parfois les progrès techniques ont quand même du bon, hein, la visio. C'est du bon, même si les aménagements ne sont pas vraiment encore... pas encore tout à fait au point. C'est-à-dire, ce n'est pas adapté encore à des personnes... avec ce profil d'anxiété généralisée. Hein. Mais bon, il y a du progrès à faire, mais il y a la possibilité. Ça peut pour le coup progresser, parce que les moyens techniques, ils sont là. Donc oui, il y a des moyens techniques. Après, c'est humainement où ça doit encore... mais parce que je pense qu'il y a un manque d'information flagrant, et je vous remercie vraiment de me permettre de parler de ça. C'est d'intérêt. Vous parliez d'intérêt au début, c'est ça. Aussi, dans votre témoignage, il y a évidemment ce récit encore
encore une fois extrêmement fort, extrêmement touchant, mais il y a aussi, ça peut, c'est très utile à des gens qui se demandent, qui n'ont pas mis de mots sur... Ça a vraiment été l'évolution de ce livre, parce qu'au début c'était couché sur le papier, puis ensuite Tim est venu me voir en me disant mais... Alors il est venu me voir un jour en me disant mais tu parles pas assez de toi. Oui, mais ça c'est vrai. Mais au début, j'avais écrit à la première personne, et en fait, c'est vrai que j'axais plus. C'était une période, j'avais pris entre mars 2019 et puis décembre 2019. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai étendu jusqu'en 2022. Et puis Tim m'a dit, en effet, non mais maman, tu parles pas assez de toi, ça va pas. Et il me le répétait. Et comme j'ai retravaillé ensuite, après mon diagnostic, j'ai retravaillé aussi avec un écrivain qui m'a conseillé de tout passer à la troisième personne pour justement arriver à prendre ce recul. Mais j'avais pas encore accès à mes émotions, donc c'était très... En fait, ce livre, je l'ai écrit, mais c'était... je crois que c'était un 4e accouchement, parce que c'était très difficile pour moi. Avec douleur. Ouais. Avec douleur, tout à fait. Oui. Parce que j'avais pas encore accès. Et là, le livre qui arrive, là, en effet, la suite, c'est plus, je dirais pas que c'est plus léger, parce que c'est, mais j'arrive à exprimer de façon plus claire. Puis, vous êtes rencontrés. Oui, mais c'est ça. Et je m'accepte en tant que Sophie. Et vous êtes accepté. Je m'accepte, oui. Merci infiniment. Merci à vous, Patrice. Je rappelle le titre de votre livre. Donc c'est TSA, récit intime d'une autiste. C'est aux éditions Douin. Et voilà, je vous conseille de précipitez-vous sur ce livre. Et je vous remercie encore infiniment, Sophie. Merci à vous. Je vous appelle Sophie, comme ça je n'oublie pas de nom. Merci de m'avoir permis. C'est ma première interview et je suis très fière d'avoir fait avec vous. Merci d'être venu et d'avoir accepté cette invitation, parce que je sais encore une fois que ce n'était pas la chose la plus facile au monde pour vous. Merci à vous. Merci infiniment.